Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Plus de 24 ans qu'il vit en exil en France, loin de son Djibouti natal. Il s'appelle Mohamed Kadami, 24 ans, qui n'est plus rentré chez lui. D'ailleurs, le mouvement qu'il dirige, le FRUD, le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, est considéré par les autorités djiboutiennes comme une organisation terroriste. L'homme a même déjà fait la prison. Mais qu'est-ce qui l'oppose si frontalement au pouvoir djiboutien? Je le reçois en personne pour en parler. Il est notre invité. Mohamed Kadami, bienvenue à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à moi aussi pour la nouvelle chaîne africaine de me recevoir. Je vous remercie vraiment. Nous sommes le 22 mai 2024. Vous êtes bien là, devant moi, sur mon plateau. La rumeur circule sur les réseaux sociaux que vous êtes décédé, mais vous êtes bien là. Que répondez-vous à ceux qui font traîner cette rumeur? Je pense que... comme vous le dites, je suis bien en vie, je suis en très bonne santé, et c'est dommage pour les gens qui font circuler ces rumeurs, parce que lorsque l'heure viendra, ça sera l'heure, mais avant l'heure, ce n'est pas l'heure. C'est cela. En tout cas, vous êtes bien là et on vous souhaite encore longue vie. Commençons par le commencement. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation politique de votre pays, Djibouti? Vous me disiez, et avant cette émission, que la vie est infernale dans votre pays, Djibouti, infernale sur le plan de la satisfaction des besoins élémentaires, infernale sur le plan de la liberté d'expression, infernale sur le plan de la défense, de la protection des droits humains. Mais à ce point... Oui, moi je suis venu faire mes études ici, et je n'ai pas pris la nationalité française ici, dans l'espoir de rentrer chez moi et d'apporter ma pierre à l'édifice pour la construction de Djibouti. Malheureusement, 47 ans après l'indépendance, on répète toujours la même chose, c'est-à-dire les violations des droits humains, la misère des populations et un régime tyrannique qui n'a pas changé parce que c'est une dynastie, c'est-à-dire qui se perpétue. Avant, il y avait l'oncle, en 1977. Oui. Ensuite, comme l'oncle n'avait pas des enfants, il a légué les pouvoirs à son neveu, qui est aujourd'hui à la tête du pouvoir, et lequel neveu aujourd'hui veut léguer ces mêmes pouvoirs à ses enfants ou à sa progéniture. Donc, ce n'est pas moi qui le décris, c'est une situation de misère à Djibouti. Les gens ne mangent pas à leur faim, les gens ont soif. L'électricité, n'en parlons pas, c'est le luxe. À Djibouti? À Djibouti ville, l'électricité, c'est le luxe. Il y a un écart exorbitant entre une petite caste. Un pays stable tout de même, non? Moi, j'étais ici, avant de m'occuper de la politique, je me suis occupé du centre d'information de Djibouti, oui. C'est-à-dire qui pointait du doigt les violations des droits humains. Ça a commencé quelques mois après l'indépendance, les tortures et le fameux Villa Christophe, les gens qui sont morts sous la torture. Donc, et ça n'a jamais cessé? Ça n'a jamais cessé. Amnesty International, à l'époque, chaque année, il y avait un rapport où on dénonçait les tortures, les arrestations arbitraires, les viols de femmes par l'armée. Donc, c'est aujourd'hui, on dirait, enfin, tous les jours, on a l'impression de se répéter parce que ça n'a pas changé d'un iota. Commençons par votre combat politique. Vous n'êtes pas le fondateur du FRUD, mais vous êtes d'abord un héritier du FRUD. Le FRUD a d'abord été créé par Mohamed Ado Yatta Youssouf et Ahmed Dimi. Puis, à un moment donné, il y a eu une sorte de scission, on va dire. Il y a même, et l'année 94 a été une sorte d'année charnière pour vous, où un accord a été conclu entre une branche de votre mouvement et le gouvernement. Cette branche a même eu 11 députés aux élections législatives de 1997. Puis vous avez poursuivi un autre chemin. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Alors, dès le début, il y a eu deux options sur la table. Il y avait l'option qui disait qu'il faut une république citoyenne, où tous les citoyens auront les mêmes droits. Et puis, il y avait une deuxième option qui disait que les clans devaient l'emporter sur l'État. Et c'est cette option qui a, à l'époque, qui s'était imposée
Et aujourd'hui, nous sommes dans la logique de ce clanisme, parce que les gens ne savent pas très bien. Souvent, on parle d'intégrisme religieux, mais l'intégrisme clanique, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas devenir ce clan. C'est-à-dire, on y est né, un point, c'est tout. Alors que même pour c'est-à-dire les organisations les plus terroristes islamiques, si tu adhères à leurs principes, si tu adhères à leurs objectifs, on t'accepte. Oui, on ne peut pas t'accepter dans ce clan. C'est ce qui tu es né avec. Tu es né avec. Tu n'as pas le choix. Mais le FRUD, vous dites, il s'appelle le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie. Le peuple djiboutien n'est pas un peuple uni. Il faut restaurer l'unité. Il n'y a plus d'unité aujourd'hui au sein du peuple djiboutien. Je crois que c'est une bonne question. Et donc, à l'époque, il y avait eu M. Ahmed Dini, qui deviendra par la suite le président de notre mouvement, oui, et qui était Premier ministre, qui a démissionné parce qu'il a dénoncé un coup d'État tribal. Et depuis, à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de réconciliation avec ces gens-là. Et d'ailleurs, même le FRUD, lorsque la première fois qu'elle a eu le 2 tiers du pays, elle a fait un cessez-le-feu pour dire il faut négocier, il faut qu'on négocie parce que c'est un petit pays, c'est une population de 800 000 ou 750 000 à l'époque, donc on peut s'entendre, il faut créer un État national. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État national, il n'y a pas d'État droit. Alors moi, j'y vais même plus loin. Ce système, et c'est dans son ADN de ne pas accepter un État de droit, ni un État national, parce que c'est toujours fondé sur le clan, sur le sous-clan. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, à un moment donné, nous disons, ce pays-là mérite autre chose. Je rappelle que vous êtes du groupe ethnique Afar. Oui. Les Afars sont écartelés, marginalisés, discriminés à Djibouti. Oui, je pense que aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Dès le début de l'indépendance, il fallait écarter les Afars. C'est-à-dire, les Afars occupent 2 tiers ou même 3 quarts du pays, ils habitent, et ces régions-là sont considérées comme des régions ennemies, où il ne faut pas investir, où par exemple, il y a un blocus alimentaire et sanitaire, où par exemple, toutes les navires qui sont en train d'écumer les mers des poissons et tout ça. Donc, ce qui fait que ces gens-là vivent un calvaire depuis presque 47 ans maintenant. Je l'ai dit, vous êtes en exil en France depuis 24 ans, après avoir passé 3 ans en prison dans votre pays. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené en prison? En fait, j'étais en Éthiopie, pays voisin, et j'étais toujours membre de FRUD, cadre de FRUD, et même j'ai représenté le FRUD au Yémen et en France. Et là, j'étais en Éthiopie. Le nouveau président, celui qui allait devenir le président, qui s'appelle Ismaël Omar Guelleh à l'époque, oui, il voulait que son élection qui s'est passée en 1999 se passe sans accroc, se passe comme une lettre à la poste. Donc, il a demandé à l'Éthiopie d'extrader les dirigeants du FRUD qui étaient là. Et parce que, à l'époque, l'Éthiopie n'avait plus d'accès à la mer érythréenne. C'était au moment où l'Érythrée et l'Éthiopie s'étaient querellés. Et donc, il a dit, nous, on vous donne le port. L'accès au port voilà, de Doralé, etc. Voilà, l'accès au port de l'ancien port et le nouveau port. Oui. On vous donne l'accès à condition que vous nous remettez ces dirigeants. Et donc, j'étais là, mais il y avait aussi d'autres dirigeants du FRUD. Il y avait même mon épouse qui a été arrêtée alors qu'elle était enceinte. Et donc, moi, personnellement, je suis resté avec mes camarades pendant 3 ans en prison là-bas. Après, vous avez choisi la voie de l'exil en France. Et depuis, vous n'êtes plus jamais retourné chez vous? Je ne suis pas revenu. Depuis 24 ans? Depuis 24 ans. Monsieur Kadami, pourquoi avoir choisi l'option de la lutte armée quand... en 1994, certains de vos camarades ont préféré signer un accord avec le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous êtes resté fidèle à l'option de la lutte armée? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, moi, je viens de la société civile.
j'étais, comme je l'avais dit, ici à dénoncer les violations des droits humains, même avant l'indépendance, pendant la période coloniale, j'étais étudiant. Donc, à chaque année, il y avait quand même des dénonciations par Amnesty International, par d'autres organismes des droits humains, les violations des droits humains, les tortures. Des amis à moi sont morts sous la torture et tout ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je crois qu'à Djibouti, tout a été tenté pour... c'est-à-dire, il y a eu des partis politiques en 1981 qui a été dissous. Et nous, on a participé indirectement à la création de ces partis qui s'appellent les Partis populaires djiboutiens. Et les figures les plus éminentes de l'indépendance ont été arrêtées, c'est-à-dire Ahmed Dini, Moussa Ahmed Cheikho, Abdallah Kamil, enfin, Ousmane Rabi. C'est des personnalités très importantes qui ont été arrêtées et le parti a été dissous. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, il a dit on a mis hors d'état de nuire ces gens-là. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a eu tentative aussi par des tracts, par des manifestations. Et chaque fois qu'il y avait un tract, les gens étaient torturés. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont pris l'exil par rapport à cela. C'est à cause de ça que la lutte armée a été déclenchée là-bas. Mais nous avons double culture, on peut dire ça. C'est-à-dire, il y a la culture de Kalachnikov, parce qu'on est quand même en Éthiopie, en Érythrée, à côté, en Somalie. Mais en même temps, nous sommes des francophones. C'est-à-dire, nous sommes aussi bercés par les fameuses conférences nationales souveraines qui ont eu lieu, par exemple, dans les pays de l'Ouest africain francophones. Et donc, en même temps, après avoir occupé 2/3 du terrain, libéré 2/3 du terrain, nous avons fait un cessez-le-feu. Moi, j'étais là-bas, je me rappelle, cessez-le-feu, pour donner la chance à la négociation. En leur disant, ce n'est pas la lune qu'on jette. On veut partager les pouvoirs. On veut qu'on participe au pouvoir. On veut que les ressources soient équitables pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit une petite famille qui prend tout. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Et d'autant plus, souvent, c'est des gens qu'ils ramènent de l'Éthiopie ou de Somalie qui sont aujourd'hui à la tête de toutes les entreprises étatiques. Et tout. Donc, on a voulu. Et d'ailleurs, les premières dissidences, aujourd'hui, si vous voyez leur état, ils sont dans une situation très difficile. Deuxièmement, en 2001, Ahmed Dini, qui était président quand même, il a fait un deuxième accord, deuxième traité. Et ça a permis quoi? Ça a permis notre libération. C'est vrai. Et 6 mois après, M. Ahmed Dini, qui était une personnalité éminente, le regretté, maintenant il est mort, il est venu à Paris. Mes enfants, ces régimes-là, on ne peut pas tirer quoi que ce soit de ce régime sans la lutte armée. Pour vous dire, parce que c'est des gens violents. Et donc, comme disait, je pense, c'était un proverbe de l'Afrique du Sud, on ne peut pas se défendre contre la bête sauvage les mains nues. C'est la raison pour laquelle. Et en même temps, nous faisons partie de cette génération quand même, qui est panafricaine, qui a été pour l'indépendance, et qui ont côtoyé quand même pas mal des personnalités ici en France ou ailleurs. Mais en même temps, nous disons que c'est un pays, il fallait qu'il y ait un concorde national, il faut que tout le monde soit autour de la table pour avancer. Mais j'allais dire, c'est impossible, c'est congénitalement difficile de leur part de faire des concessions. Il y a pourtant eu déjà dans votre pays des assises et des accords politiques. Oui. Moi, je crois que de la part du régime, comme il dépend à 90% de l'aide de l'extérieur, des soutiens de l'Union européenne, de la Chine, particulièrement des États-Unis, de la France et tout ça, donc ils disent, voilà, on dialogue, on fait l'accord, on fait même des élections. Bien sûr. En tant que journaliste, j'en ai couvert. Oui, mais laissez-moi vous dire. Oui. Moi, j'étais en prison, première élection pluripartite entre le chef d'État actuel et le regretté Moussa Ahmed Driss. C'était une figure de l'indépendance, tout le monde le savait. Moi, j'étais en prison, il y avait 66 gardiens de notre prison. Et sur les 66, 60 nous ont dit, demain, c'était un vendredi, samedi, c'est la clé, Moussa Ahmed Driss, il gagne et vous sortez de prison. C'est-à-dire, Moussa Ahmed Driss, parce qu'il a été soutenu par toute l'opposition, il a gagné. Il s'est retrouvé en prison avec moi. Ça, c'est la première chose. En 2003,
c'est la deuxième élection pluripartite. Lorsque Ahmed Dini est rentré, on a appelé ça l'Union pour l'alternance démocratique. Et cette coalition de l'opposition, c'était élection législative. Il a gagné. Ça, c'était en 2003. En 2013, c'était la deuxième fois qu'il y avait une élection pluripartite. Et ils l'ont gagné. Jusqu'aujourd'hui, l'Union européenne a exigé, les Américains ont exigé, tous les organismes de droits humains ont exigé. Il n'y a jamais eu de procès-verbaux parce que l'opposition a gagné. Et ils se sont retrouvés en prison, ces pauvres gens. Et pour vous dire, donc, aucune possibilité d'alternance par les urnes aujourd'hui. En plus, il y a eu un accord entre ces opposants de l'USN et les gouvernements. Et cet accord-là a été aussi foulé aux pieds. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas obtenu la commission électorale indépendante. Donc, pour vous dire, ils peuvent négocier, mais ça ne change rien. Et d'autant plus que chez eux, la situation s'est durcie, c'est-à-dire ça se rétrécit. Avant, c'était... maintenant, c'est devenu même familial. Aujourd'hui... Justement, à propos de la famille, peut-être êtes-vous un peu trop sévère. Vous dites tous les leviers de l'économie djiboutienne sont aujourd'hui dans les mains de la même famille, de la famille présidentielle. Écoutez, ça serait exhaustif dans le cadre de cette émission de vous donner tous les noms de tous les responsables qui sont tous des Mamassam, pour vous dire clairement. Et tout le monde le sait ça à Djibouti. Donc c'est tout le monde, c'est-à-dire les chefs de l'armée, les chefs de la garde républicaine, les chefs de la marine, les chefs des côtiers, les chefs de la police. Tout ce monde-là, c'est des cousins d'Ismaël Omar Guelleh. Peut-être le seul pays où on peut comparer ça, c'est peut-être le Tchad. C'est avec l'histoire de Zagawa et tout ça. Et je pense qu'actuellement, tout le monde est convaincu qu'avec cette dynastie, impossible de changer quoi que ce soit. Et en plus, il continue la marginalisation de la communauté afar. Il y a pas plus tard que le 24 février, oui. Ils l'ont arrêté, mais plus de 60 personnes, de nomades. C'est pas comme vous et moi, c'est des gens qui sont au fin fond des brousses. Même un chef coutumier très important a été arrêté. Même des femmes ont été arrêtées. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, aucun amendement n'est possible avec ce régime. Vous n'êtes donc pas optimiste pour un meilleur vivre ensemble à Djibouti? Non, je suis optimiste pour un meilleur vivre ensemble, mais pas sous ce régime-là. C'est-à-dire, au niveau des populations, il n'y a pas une hostilité entre les populations. D'ailleurs, en décembre 2023, il y a un pogrom contre la population afar de la capitale qui a été organisé par la police. À Djibouti? Par la police. Ce n'est pas les habitants somalis ou Issa qui ont fait ça. Ça, c'est le régime qui a fait ça. Mais tout en disant que c'est des rixes intercommunautaires et tout ça. Non, ce n'est pas des rixes intercommunautaires. C'est le régime qui a fait ça. Et tout le monde sait, c'est la police. Et la police est commandée par un certain Caïn qui n'est autre que le cousin d'Ismaël Omar Guelleh. Vous nous expliquez, les Djiboutiens n'ont aucune difficulté à vivre les uns avec les autres, mais que c'est le pouvoir djiboutien qui instrumentalise le fait ethnique. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le régime joue sur le tribalisme. La fibre ethnique. En disant que c'est un État Issa, donc les affaires, on doit les mener à la baguette, on doit les marginaliser, et ils les marginalisent. Mais les dirigeants de ces communautés, ce qu'ils veulent, c'est quand même créer quelque chose d'ensemble, national. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a créé ce qu'on a appelé la charte nationale de transition. La charte démocratique. Parce que, admettons, demain, ce régime-là tombe. C'est une dictature de 47 ans. Donc, il faudra des reconstructions, il faudra réparer, il faudrait qu'il y ait mise en place quand même des institutions démocratiques et équitables pour tout le monde. Et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une transition démocratique. Et là, beaucoup de gens adhèrent à cette idée-là. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Kadami. Je rappelle que vous êtes le président du FRUD, le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, en exil en France. Et depuis 24 ans, des rumeurs vous disent mort, mais vous êtes là, encore vivant, et on vous souhaite encore une longue vie. Merci. Merci d'avoir été notre invité. Mesdames et messieurs, c'était notre invité.